Si vous aimez les parcs d'attractions, le meilleur conseil que je puisse vous donner en ce moment, c'est de ne pas venir visiter celui de Wall Street. En ce moment, les carousels qui sont un peu excitants, c'est surtout du côté des chiffres trimestriels ou des sociétés individuelles qui font des déclarations à l'emporte-pièce du style Applied Materials cette semaine. Mais pour le reste, pour les marchés dans leur globalité, on s'est arrêté simplement sur une seule chose, un seul centre d'intérêt, la baisse des taux qui aura lieu le 17 septembre lors du FOMC meeting. Sauf erreur, ils ont déjà commencé à imprimer les casquettes Cut the Rate, Jérôme, et c'est à peu près la seule chose qui fait vibrer les traders et les investisseurs, puisque la seule chose unique qui compte, c'est la baisse des taux. On vit baisse des taux, on mange baisse des taux et on rêve baisse des taux. Comme si l'annonce qui sera faite en fin de journée ce mercredi du mois de septembre allait régler tous les problèmes qui nous collent au basket depuis des mois. Quid de l'inflation générée par les tarifs douaniers? Quid du ralentissement de la consommation et de la croissance molle dans laquelle nous sommes depuis quelque temps? Quid du chômage qui monte et des vagues de licenciements qui perdurent? Quid des conflits économiques et militaires qui ne trouvent pas d'issue? Et bien sûr, quid du secteur des semi-conducteurs qui semble commencer à marquer le pas et qui commence à hurler à une année 2026 complètement pourrie? Eh ben, j'ai envie de vous répondre, peu importe. Peu importe, pas parce que ce ne sont pas des problèmes, mais plutôt parce que, vu de l'œil des marchés, on s'en fout comme de notre première cravate. La seule chose qui nous préoccupe en ce moment et qui nous a préoccupé cette semaine qui vient de se terminer, c'est la baisse des taux à venir et ça risque de durer encore quelques semaines. Nous sommes obsédés par cette échéance positivement bullish et personne ne se demande ce qui va se passer après. À quoi va-t-on se raccrocher pour finir l'année? Quel sera le sujet viral qui va nous occuper? La baisse des taux en octobre ou les chiffres du troisième trimestre de Nvidia? Essayez de voir ce qui va se passer sur les places boursières dans les mois à venir touche à l'art divinatoire ou à votre capacité à lire l'avenir dans les boules à neige. Aujourd'hui, entre le 17 septembre et ce samedi 16 août, il n'y a plus rien si ce n'est une immense obsession pour une baisse des taux attendue et indispensable, tellement indispensable que nous sommes incapables de mesurer l'impact après la baisse des taux. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, bienvenue sur la chaîne Suisse Côte en français. Ce week-end, nous sommes plus de 60 000. Merci à vous et quant à moi, ça n'a pas changé. Je suis toujours Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On commence donc avec le sujet de la semaine, l'inflation. Vous me direz, mais quelle surprise! Mardi, le CPI américain sort dans les clous, plus 2,7%. On peut largement imputer cette non-hausse ou cette hausse modérée, parfaitement sous contrôle, au fait que le pétrole s'est quand même bien fait allumer ces dernières semaines. Mais perso, je ne peux pas m'empêcher de noter que quand le pétrole monte, il a bien moins d'impact sur l'inflation que quand il baisse. Alors est-ce que c'est parce que c'est comme ça nous arrange ou est-ce que c'est parce que le nouveau boss du BLS à la botte de Trump a décidé de faire plaisir à son maître? La question est posée. Je sais que je n'aurai pas de réponse parce que sinon ceux qui répondront seront interdits de séjour à vie aux États-Unis, mais disons que parfois je suis obligé de constater que certains arguments ne fonctionnent que dans un sens et que ça ne choque personne. Bref, les chiffres de mardi étaient extraordinaires et le commentaire global des marchés était « Dans ces conditions, Powell n'a pas d'autre choix que de baisser les taux ». En fait, c'est pas vrai, il a d'autres choix. Mais s'il fait d'autres choix, on risque de le retrouver au fond du Potomac avec les pieds dans le béton. Et jeudi, c'était le PPI qui débarquait et c'était beaucoup moins drôle. Mais en même temps, c'était hyper drôle parce que tout, absolument tout dans les chiffres du PPI hurlait pour dire que l'impact des tarifs douaniers commence à se faire sentir. Et pourtant, jeudi soir, les marchés américains ont tout de même terminé la semaine au plus haut de tous les temps parce que, tu comprends, Powell, il va baisser les taux en septembre. Résumé de la thématique de l'inflation du mois de juillet, on s'en fout tant que Powell baisse les taux. L'inflation US est de 4% par année depuis 2020, ça fait 20% de hausse sur 50 à la louche, et encore ça sur une globalité. La question à laquelle il faudra quand même bien répondre un jour, c'est combien d'Américains ont eu une augmentation de 20% sur 5 ans et combien ont conservé leur niveau de vie ces 5 dernières années. Eh oui, je sais, c'est pas pareil en Suisse et en Europe, mais vous en pensez quoi réellement? En résumé de tout ça, les convictions sont en carton-pâte et les marchés tablent toujours sur une baisse des taux, mais les doutes grandissent sur la suite. On parle de stagflation light, de l'inflation qui ne veut pas lâcher l'affaire, de la croissance qui mollit, du chômage qui monte et de la Fed qui marche sur des œufs en équilibre sur un trampoline instable. Mais tant qu'on baisse les taux en septembre,
ça va. Aujourd'hui, Jérôme Powell se retrouve coincé comme une huître dans un étau. D'un côté, l'économie donne de plus en plus de signaux de faiblesse, croissance qui ralentit, consommation qui s'essouffle, emploi qui craque sur les bords, et de l'autre côté, l'inflation refuse obstinément de rentrer dans le rang. Normalement, un banquier central devrait avoir un plan clair, mais Powell, lui, il est en plein dilemme. S'il baisse trop vite, il passe pour un lâche face à l'inflation, et s'il attend, il devient le mec qui a regardé l'économie plonger en récession en se marrant au bord de la route. Et dans ce dilemme déjà infernal, voilà que Trump entre bien sûr dans l'arène en criant « Coupez les taux, coupez les taux, coupez les taux !» devant chaque micro qui traîne. Et pour Powell, c'est l'enfer. Il doit montrer et qu'il reste indépendant, mais il sait très bien que Trump rêve de le virer comme un apprenti à la Trump Tower. Il a d'ailleurs déjà commencé à infiltrer des gens dans la Fed pour faire le job. Steven Miran est le premier agent infiltré. Et résultat, on a une Fed qui joue la montre et des marchés qui comptent sur la baisse des taux pour acheter, acheter et acheter encore. Et chaque virgule des discours de Powell est disséquée comme s'il s'agissait d'une prophétie biblique. Et ça tombe bien, parce que la semaine prochaine, il sera à Jackson Hole pour parler économie, et ça va nous en faire des virgules à disséquer. Nous sommes donc officiellement dans une période où la logique n'existe plus. Une mauvaise statistique économique, les indices montent parce que ça pousse Powell à couper les taux. Une bonne statistique, il monte aussi parce que finalement, l'économie va mieux que prévu. C'est le marché qui gagne à tous les coups, un peu comme un joueur de casino qui, quand il perd à la roulette, il vous dit que c'est juste pour se refaire mieux plus tard. Cette schizophrénie s'exprime dans le S&P 500 qui flirte avec ses records, alors que même les entreprises commencent à envoyer des signaux de ralentissement. Dans le Nasdaq, c'est encore plus drôle. Nvidia et les copains de l'IA tirent tout le monde vers le haut, mais derrière, quand tu regardes sous le capot, la moitié des titres sont dans le rouge, et quand je dis la moitié, je suis vachement sympa. Bref, le marché ressemble à un sportif dopé, superbe en apparence, mais avec un foie qui commence à grincer sérieusement dans les coins. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump s'est reconstruit une spécialité, injecter un maximum de bruit dans les marchés. Hier, c'était les tweets, c'était les messages sur Truth Social. Aujourd'hui, c'est les conférences de presse à tout va. Un jour, il menace la Chine. Le lendemain, il dit que c'est le meilleur deal du monde. Il traite Powell de boulet. Puis il part d'une excellente relation. Résultat, la volatilité fait des allers-retours comme une balle de ping-pong. Les traders adorent, c'est du pain béni pour faire du day trading, mais ça se coud quand même pas mal. Ça surprend, ça permet d'empiler des points d'index comme si on empilait des jetons au casino. Mais pour les investisseurs long terme, c'est un petit peu un cauchemar. Personne ne sait à quel moment Trump va dégainer une phrase qui effacera 500 points du Dow Jones en une heure. Son style de gouvernance, vous le savez maintenant, c'est du make volatility great again, et franchement, il est en train de réussir, et s'il réussit même plutôt bien, puisqu'à force de faire tout et n'importe quoi, les marchés commencent à ne même plus réagir. La VIX est au plus bas et on dirait qu'on n'a même plus peur. Ou qu'on est même plus surpris, je sais pas. C'est comme si on savait que Trump n'allait plus jamais rien faire, plus jamais rien dire une fois que la thématique des droits de douane sera derrière nous. Mais bon, on oublie trop vite que rien n'est réglé et que même si c'était réglé, il va sûrement trouver encore des sujets pour nous garder concentrés jusqu'en novembre 2028. Et puis on ne peut pas finir ce résumé de la semaine sans revenir sur le sommet international d'Anchorage. On attendait donc le sommet Trump-Poutine en Alaska comme le nouveau Yalta. Résultat, 2h30 de palabres, des sourires, des tapes dans le dos et 0 deal concret. Trump sort devant les caméras et balance son classique « C'est extrêmement productif, mais il n'y a pas d'accord, tant qu'il n'y a pas d'accord ». Bref, beaucoup de fumée et pas de feu. Derrière, le dealmaker en chef lâche sa punchline « Make a deal, make the deal ». Traduction, c'est à Zelensky de plier. L'Europe, qui se bouge les fesses, selon Trump. La nuit a dû être chaude à Bruxelles et pendant ce temps, Poutine jubile. Première visite aux USA depuis 10 ans, tapis rouge en Alaska, quand même un ex-territoire russe, ça s'invente pas, accolade et limousine partagée avec Donald Trump. Il a même invité l'Américain à Moscou pour la prochaine réunion. Trump, sourire aux lèvres, ne dit pas non, autrement dit sur le plan symbolique, c'est déjà une victoire pour le Kremlin. Sur le fond, rien, juste rien. Trump évoque quelques points bloquants, dont un très significatif, sans jamais spécifier lesquels, et tout le monde comprend qu'il s'agit en fait des territoires ukrainiens, mais personne ne veut prononcer le mot. Et Zelensky, même pas invité à la table, on le sait, résultat à Kiev c'est ambiance enterrement, et à Moscou c'est champagne et cotillon. Les critiques fusent déjà, Poutine obtient une photo, Trump des flatteries, résultat avantage Poutine, 0 avancée sur le cessez-le-feu, même les analystes neutres résument beaucoup de vibes positives, mais 0 contenu. Et pour la cerise sur le gâteau, Trump était chez Fox News et il a dit « La Russie est une très grande puissance et l'Ukraine, non. Zelensky doit faire un deal. »
Voilà, c'est dit, la diplomatie façon The Apprentice, tu signes ou t'es éliminé. En résumé, un show diplomatique bien mis en scène, B2 dans le ciel d'Anchorage, accolade virile, suspense hollywoodien, mais du côté concret, la guerre continue. Et la seule chose qui avance d'ailleurs en ce moment, c'est l'agenda politique de Vladimir Poutine et puis l'avion de Zelensky, puisque demain, il sera à Washington pour rencontrer Donald Trump. Résultat final, une semaine de marché où tout le monde se dit « ouf !» Ça passe, mais en réalité, chaque sujet est une bombe à retardement, inflation encore trop haute, Fed paralysé, le cul en deux chaises, Trump en mode perturbateur évidemment, marché de paix aux illusions, géopolitique incertaine, bref, c'est du pur 2025, un mélange de stand-up, de tragédie grecque et de roller coaster boursier. Mais à la fin, ça monte et finalement, il n'y a quand même que ça qui compte. Du côté de la Suisse, on notera quand même que le PIB a péniblement progressé de 0,1% ce trimestre. En gros, si vous avez acheté 2 plaques de chocolat de plus ce trimestre, ça a fait bouger les chiffres du PIB. Et toujours chez nous, le PPI a reculé de 0,2% en juillet pour le 3e mois consécutif. Pourtant, au milieu de tout ça, les marchés suisses sont restés calmes et positifs. Les investisseurs suisses se disent que de toute façon, avec 39% de taxes sur les exports vers les USA, on a déjà vu le pire. Le SMI a tranquillement dépassé les 12 000 points, sans oublier que la BNS joue toujours à la baisse sur les taux, alors que tout le monde attend la fin du feuilleton Trump et les douanes, s'il y a une fin en jour. En tout cas, au sujet des droits de douane, les articles sur le sujet sont foison, mais ça ne passionne plus autant qu'il y a 2 semaines. C'est un peu comme les primes d'assurance maladie, hein. Tout le monde gueule au mois de septembre, et puis après on paye quand même, parce que bon, à la fin, on va pas se fâcher non plus. Quoi qu'il en soit, du côté SMI, on n'avait plus été aussi haut que depuis le 10 juillet, et ceux qui ont eu le courage de racheter au matin du 4 août, eh ben ils ont fait leur mois. Moralité de la semaine, l'important, c'est pas la vérité économique, mais l'histoire qu'on se raconte en attendant le prochain spectacle de Trump ou le prochain faux suspense des chiffres du CPI ou le meeting de Jackson Hole dans le cas présent. Du côté des performances de la semaine, c'est le Nikkei qui remporte le pompon, plus 3,73%. L'Espagne qui suit avec 3,05% derrière. Le MIB plus 2,47%. Le CAC plus 2,33%. Tout ça en Europe, la hausse de l'Europe est principalement liée à la baisse des taux qui va arriver, bien sûr. Et le Nikkei, c'est aussi une grosse surprise du côté de leur PIB qui était plus fort que prévu. On en a parlé vendredi dans le Morning Bull Live et qui pourrait donner quelques résultats sur les taux très prochainement. Affaire à suivre quand même. Le SMI gagne quand même 1,73% sur la semaine. Shanghai est en hausse de 1,70 malgré des chiffres économiques dégueulasses. On voit quand même qu'on parie sur un recovery à un certain point de l'histoire. Le semi-conductor index qui est toujours relativement fort malgré des histoires plutôt négatives sur le secteur, on en reparlera tout à l'heure. Et puis autrement, le DAX qui prend 0,8% avec 2-3 titres qui se sont fait planter, SAP entre autres. Et puis autrement, le pétrole qui baisse de 1,69%. Il faut noter que le pétrole, personne ne voulait rien faire cette semaine, tout simplement parce que il y avait le meeting d'Anchorage. Le Bitcoin a pris 1,09% sur la semaine après avoir fait une extension en direction des $124 000. Mais il est revenu parce que pour l'instant, les Américains n'ont pas l'intention d'acheter plus de Bitcoin que nécessaire dans leur fonds de secours. Du côté de la Suisse, Amrise qui prend 8,65%, je vous expliquerai après pourquoi. Novartis qui prend 5,77%, là aussi je vous expliquerai pourquoi. Roche qui monte, on va dire par sympathie, mais qui espère aussi que finalement on va trouver des solutions sur les droits de douane. Zurich dans le sillage de ses bons chiffres de la semaine précédente, plus 3%. Et puis alors de l'autre côté, Partners Group qui a vendu un gros paquet d'actions d'une société à une autre société, à KKR entre autres, perdait 3%. Et puis l'un dans l'autre, eh bien, on est plus ou moins à l'équilibre, sans grande nouvelle, mais le SMI, comme je vous l'ai dit, termine tout de même en hausse. Et c'est quand même ça qu'il faut retenir à la fin. On passe au chart de la semaine, on va aller vite aussi ce matin, sinon on n'aura pas le temps d'aller faire le barbecue tout à l'heure. Eh bien, grosso modo, on a le SMI, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, depuis le 10 qui était à ce point-là, le 10 juillet, eh bien, le SMI n'avait plus été aussi haut. On se retrouve aujourd'hui à 12 074 sur le SMI. Et vous voyez qu'on a fait cette poussée à la baisse autour des 11 600. Donc depuis ces 2 dernières semaines, très très belle performance du SMI. Ce qui parfois peut sembler un peu incongru à comprendre. Mais j'ai un peu l'impression, surtout que si on regarde le graphique et la psychologie des marchés, aujourd'hui, on parie surtout sur le fait que, eh bien, on est en train de parier sur le fait que de toute façon, on va trouver une solution à la fin. Si on essaie de regarder un petit peu les résistances qui vont nous pointer sur le SMI, eh bien, surveillez quand même attentivement la semaine prochaine la moyenne mobile des 200 jours qui est toujours une référence, qui passe par les 12 131, et puis cette tendance baissière que je viens de dessiner. Alors, ça veut pas dire grand-chose, bien sûr, mais
on voit que, et ça va quand même pas être simple de passer au-dessus des 12 200 sur le SMI. Surveillez donc cette zone-là. Pour le reste, on est dans notre range toujours. Donc gros support dans la zone des 11 850. À plus forte raison avec cette extension de panique qu'on a eue lors de l'histoire des droits de douane. Enfin, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'on va être capable de sortir du range? Si on ne l'est pas, attention à quelques prises de bénéfices en fonction de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Du côté du S&P 500, pas grand chose à dire. C'est le chemin qui continue, un peu plus haut, toujours plus haut. Donc c'est une tendance haussière qui se confirme tout simplement. Difficile de la tracer exactement, mais pour l'instant, on est dans une tendance. Et on voit que pour l'instant, comme je vous l'ai expliqué longuement en introduction, il ne se passe rien de spécial et tout le monde attend simplement la baisse des taux du 17 septembre entre deux. C'est Waterloo, morne pleine, pas grand-chose à signaler. C'est plutôt calme, mais comme je vous le disais, de toute façon, la volatilité est extrêmement basse sur le S&P 500 pour l'instant. Le Nasdaq, c'est du copier-coller avec un poil plus de volatilité, avec quelques points négatifs, mais bon, autrement, là aussi, vous voyez qu'on est dans la tendance, on est assez bien collé à la moyenne mobile des 50 jours, qui est la moyenne rouge ici. Donc on tient quand même notre tendance de fond plutôt pas mal, là aussi, rien à craindre. Le prochain écueil ou la prochaine incertitude pour le Nasdaq, ce sera bien sûr les chiffres de Nvidia, enfin incertitude pour tout le monde d'ailleurs, ce sera les chiffres de Nvidia qui sortiront dans une dizaine de jours. Le semi-conducteur index, alors on a frisé les plus hauts historiques cette semaine, franchement j'y croyais pas, mais on a pratiquement été chercher les plus hauts, on n'a pas réussi à casser, donc attention quand même sur les semi-conducteurs parce que pas besoin d'avoir fait des grandes études d'analyse technique, mais pour l'instant, on est en train de construire ce qu'on appelle un double top. Et autant vous dire que si tout d'un coup, ça commence à tanker, ça fera très très mal sur les marchés. Indicateur avancé oblige. Mais voilà, surtout le mouvement pourrait être très violent. Et puis alors, donc on a les résultats du Nvidia, comme je viens de vous le dire, qui vont arriver. Mais en plus, on a eu cette fameuse histoire de Applied Materials qui a annoncé la semaine dernière que ça n'allait pas, que les perspectives n'étaient pas bonnes. Dans le sillage d'ASML qu'il a déjà annoncé à 3-4 semaines en arrière. Résultat, on a un peu l'impression que les semi-conducteurs sont dans une situation un peu critique et que ça pourrait se compliquer ces prochains temps. Donc il faudra, sur le secteur, surveiller ce canal qu'on avait ici. Si on se replie en direction des 5450, on pourra dire que c'est une saine correction. Si on casse ces niveaux-là, ça veut dire que ça empire. Et donc, attention, parce que s'il y a une prise de conscience comme quoi le secteur de la tech et des semi-conducteurs venait à ralentir, et qu'en plus Nvidia nous faisait une petite déception le 24 août, ça pourrait être assez spectaculaire au niveau roller coaster. Le DAX qui patine au plus haut de tous les temps, donc il n'y a pas grand chose à signaler au niveau du DAX pour l'instant. On est au plus haut, on a eu des mauvais chiffres sur SAP, les gens sont un peu inquiets. Pas des mauvais chiffres, on a cassé des niveaux techniques importants. Alors le DAX pour l'instant, il a largement de quoi avoir des supports pour continuer sa tendance haussière. Par contre, la problématique qu'on a sur le DAX, c'est quand même qu'on a laissé des gaps dans tous les coins. Et qu'à la moindre mauvaise nouvelle, on pourrait avoir des retours assez violents sur le DAX, mais pour l'instant, ça poursuit son chemin. Du côté du CAC 40, alors là, le CAC 40, c'est l'effet taux, tout simplement. On est content parce qu'ils vont baisser les taux aux États-Unis, c'est génial, c'est formidable. Vous voyez qu'on est toujours dans ce range latéral, et puis que pour l'instant, le CAC 40 se contente de faire des hauts et des bas. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que je serais plutôt tendanciellement short sur le CAC à 7950. Pour essayer de jouer un repli en direction des 7500, au cas où la semaine prochaine n'était peut-être pas aussi euphorique que celle que l'on vient de vivre. Du côté du pétrole, vous le voyez, c'est ce qu'on dit depuis quelques temps, Trump il veut garder un pétrole bas pour pouvoir négocier avec Poutine, donc ça résume un petit peu tout ça. Et au niveau des chiffres économiques, il n'y a rien qui montre une croissance bestiale qui justifierait un pétrole au-dessus des $70. Donc Trump, il l'a dans la main pour l'instant et je pense que la pression pourrait continuer à peser sur le baril. On a effectivement une zone de support autour des 60-62 psychologiquement, mais aussi parce qu'on a mis beaucoup de temps à passer à cette époque-là. Donc ça reste des zones importantes. Et si on tient ces niveaux-là, peut-être qu'on peut espérer un rebond. Mais pour l'instant, tant que Trump n'a pas obtenu d'accord avec la Russie, ça risque de continuer à peser un petit peu sur le baril. Du côté des vedettes de la semaine, alors accrochez-vous, Novartis a annoncé le succès d'une étude clinique de phase 3 sur l'ianalumab, un anticorps monoclonal destiné à traiter la thrombocytopénie immunitaire, abrégé TPI, plus simple pour en discuter au bistrot, une maladie rare de la coagulation. Ce produit associé à l'eltrobopag, le traitement a permis aux patients résistants aux corticoïdes de maintenir plus longtemps un taux suffisant de plaquettes, tout en confirmant une bonne tolérance et innocuité. L'étude montre aussi une réduction du besoin de traitement continu, un signe d'un meilleur contrôle de la maladie.
Lianalumab bénéficie du statut de médicament orphelin auprès de la FDA et de l'EMA, ce qui accélère son développement et son homologation. À noter donc que lundi, Novartis avait déjà annoncé des résultats positifs pour le même médicament dans la maladie de Sjögren, et c'est Neptunus 1 et 2. C'est très important. Alors à moins que vous soyez médecin, ces 30 dernières secondes, vous avez rien compris, mais au moins ça aura été dit. Et Novartis, donc, qui repart à la hausse, vous voyez sur le graphique, ça a été quand même bien pris. Alors, les analystes ne sont pas tous d'accord sur le résultat de ces médicaments, mais l'un dans l'autre, ça repart à la hausse, et donc Novartis repart gentiment en direction des 100 francs, niveau qui devrait être franchi la semaine prochaine. Alors, on voit encore une fois que l'histoire des droits de douane de l'époque qu'il avait amené à 91,60, eh bien, ça n'a pas changé grand-chose. Novartis repart sur le haut de son range. Straumann a sorti des chiffres semestriels et disons-le tout de suite, ça pousse, mais ça souffre. Le chiffre d'affaires grimpe encore à 1,35 milliard de francs, porté par la Chine, qui devient clairement la locomotive du groupe. L'Asie-Pacifique flambe, Shanghai monte en puissance et la demande est très présente. Le problème, c'est l'Amérique du Nord, deuxième marché de Straumann, il s'essouffle, moins 0,9% sur le semestre, moins 5,9% rien qu'au deuxième trimestre. Les consommateurs hésitent, l'incertitude plane et ça se voit dans les ventes. À ça, on ajoute encore un franc suisse bodybuildé qui vient compresser les marges et renier le bénéfice net. 238 millions, en baisse par rapport à l'an dernier. Résultat, l'action s'est fait démonter cette semaine. Le patron Guillaume Daniello se veut rassurant sur l'histoire. Les droits de douane US ne devraient pas faire trop mal puisque la production est déjà en grande partie locale. Et en Chine, il est convaincu de pouvoir continuer à croître à 2 chiffres. Bref, Straumann avance, mais ils gagnent moins bien leur vie et pour ça, en bourse, c'est impardonnable. Vous voyez le graphique de Straumann, on va pas chercher plus loin, il n'y a pas de support, il n'y a rien, ça peut largement aller chercher des exagérations à 90 sans trop de problèmes. Mais quelque part, quand on écoute le discours du patron de Straumann, on peut supposer qu'à un moment ou à un autre, ça va quand même repartir un petit peu mieux ces prochaines semaines et mois. Suisse Re a sorti des chiffres semestriels solides, bénéfice net plus 24% à 2,6 milliards, malgré des recettes d'assurance en baisse. La recette, c'est une discipline stricte dans les renouvellements, primes relevées et placements financiers qui ont bien rapporté. La branche dommages et accidents brille avec un ratio combiné en amélioration à 81,1% et un profit en hausse de 23% malgré une facture de 556 millions liée aux catastrophes naturelles, surtout les incendies de LA. Vie et santé et corporate solutions reculent légèrement, mais rien de dramatique. Les objectifs annuels restent inchangés, au moins 4,4 milliards de résultats nets et des ratios combinés sous contrôle. Les analystes parlent de discipline impressionnante et notent que 60% de l'objectif annuel est déjà atteint. Et je vous rappelle, on est le 16 août. Et pourtant, la bourse n'a pas trop aimé. Le titre a perdu 3,4%. Lanterne rouge du SMI le jour où ils ont publié, comme quoi, même quand tout roule, le marché trouve toujours des raisons de faire la grimace. Voilà le graphique de Suisse Re. Alors, personnellement, quand on voit la qualité des chiffres, pour moi, c'est l'exemple parfait du buy de dip. Alors, je ne sais pas s'il faut le racheter à 138 ou il faut le racheter à 142, mais je me pose vraiment pas trop de questions pour eux. Ça paye du gros dividende, c'est stable, ils font tout juste. La tendance est là, donc pourquoi se poser des questions? Je comprends qu'il y a eu des vendeurs la semaine dernière. La raison principale, c'est probablement le fait qu'une partie du move était dans les prix. On a pris quelques profits à court terme, mais fondamentalement, je ne me poserai pas trop de questions. Très belle semaine boursière pour Amrise. Pourquoi? Parce que les dirigeants eux-mêmes ont sorti le carnet de chèques. Plusieurs gros achats d'actions ont été déclarés, dont un paquet de 545 000 titres pour 21 millions de francs et un autre de 400 000 pour 15 millions. En clair, les insiders envoient un signal fort de confiance, pile au moment où l'action venait de toucher son plus bas de l'année à 35,20 depuis sa mise en bourse. Résultat, le marché a suivi et Amrise s'est envolé sur la semaine. Je vous montre pas le graphique parce que de toute façon, vu qu'elle est là depuis un mois et demi, ça veut rien dire du tout, mais elle termine vachement bien la semaine à quasiment plus 8%. Chez Sando, on a un peu profité des déclarations de son directeur général dans la presse. Il s'estime relativement épargné par les droits de douane récemment appliqués aux importations vers les States. Leur impact est modeste et s'élève environ à 25 millions de francs suisses cette année et jusqu'à 45 millions l'année prochaine. Il a aussi estimé qu'il n'était pas question de s'expatrier chez Trump. Ça n'a pas donné une grande réaction sur le graphique de Sando parce que vous voyez que sur la semaine, elle a quand même oscillé avec un plus bas à 46,85 et un plus haut à 48,19. Donc pas de quoi s'exciter non plus. Mais néanmoins, on voit qu'eux restent imperturbables sur la thématique des droits de douane. On passe maintenant au un vrac de la semaine. Nestlé Waters conteste les révélations de Mediapart. Selon le site français, les eaux Contrex et Épar seraient contaminées au microplastique à cause des décharges sauvages. Nestlé dit que
Non. Arista, le boulanger industriel, voit ses revenus monter, mais sa rentabilité reculer, la faute au prix fou du beurre, des œufs et du chocolat. Idorsia annonce un résultat intermédiaire pour son offre de rachat d'obligations convertibles 2025-2028, clôture prévue le 26 août, regardez dans vos portefeuilles. Bell dans l'alimentaire améliore ses résultats un peu partout, la Suisse tire la croissance. Au moins, il y a un truc qui tire la croissance en Suisse. Comax, machine de câblage, affiche une grosse perte alors qu'on attendait des bénéfices. Le CEO dit pouvoir refiler la moitié des coûts des droits de douane aux US aux clients. Bonne ambiance. Polypeptide augmente fortement ses ventes, mais sa perte nette double à 26,5 millions. Et malgré ça, ils relèvent leurs attentes pour l'année. Stadler Rail décroche une commande au Danemark. 10 trains à batterie flirtent. Option d'un contrat plus gros signé en 2024. Tecan confirme un semestre mou, mais lance un rachat d'actions. L'action, elle a préféré le rachat d'actions au résultat. La Banque cantonale bernoise voit son bénéfice grimper et reste prudemment optimiste après un début d'année compliqué. Fine-Tool plonge dans le rouge, l'automobile européenne étant à la peine, mais confirme ses objectifs de rentabilité. Santhera signe un deal en Turquie avec Gen Ilak pour distribuer son traitement Agamree contre la myopathie de Duchenne. La Banque cantonale de Saint-Gall cartonne, revenus, prêts, bénéfices nets en hausse de 13,6% à 114 millions. Basilea rachète les droits d'un antibiotique en développement contre les infections urinaires à la biotech américaine Venatorx. La Banque cantonale de Bâle bénéficie en forte hausse mais prudente pour la suite. BKW annonce une baisse des tarifs d'électricité pour l'approvisionnement de base dès janvier 2026. Kouros dans les implants ESE double presque ses ventes, plus 78%, 63,5 millions de dollars. Montana Aerospace améliore ses ventes, affiche un bénéfice malgré le change défavorable et confirme ses objectifs. Pitch Property lève 410 millions d'euros auprès de Castle Lake, plus 30 millions de lignes de crédit pour investir. Relief Therapeutics en fusion avec Neurox voit ses revenus s'effondrer de 70% et sa trésorerie reculer de 17%. Les revenus de Swissquote progressent de 13% à 358 millions avec 80 milliards d'actifs sous gestion en hausse de 18%. La Banque cantonale de Turgovie, résultat en hausse, deuxième semestre attendu pareil. Les Sprüngli pourraient délocaliser ses lapins en chocolat aux États-Unis pour éviter les droits de douane décrétés par Trump. La Banque cantonale de Glaris, touchée par la baisse des taux de la BNS, recettes et bénéfices reculent d'un cinquième. VZ Holding annonce une forte collecte d'argent, revenus et rentabilité en hausse, mais prévoit un ralentissement. Swiss Prime Site rachète un immeuble de bureau à Bussigny pour 4,75 millions, immeuble locatif, comme c'est excitant. Mobile Zone pâtit du Francfort et de sa réorganisation en Allemagne. Bénéfice net en baisse de 17,6 millions. Santhera prolonge en emprunt convertible de 7 millions avec Highbridge Capital, échéance au 30 septembre. Ublox confirme discuter avec Advent International pour un éventuel rachat. Et enfin, Partner Group se vend sa participation dans Cape Omega Gas Transportation à Ocean Yield et KKR, 10 méthaniers affrétés à long terme. Finalisation attendue au troisième trimestre. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette semaine. Et la semaine prochaine, on va changer de manège parce qu'avant la grande messe du 17 septembre, il y a la répétition générale de Jackson Hole. Powell prendra la parole vendredi à 16h heure suisse et chaque mot sera disséqué comme si c'était Zeus qui était descendu sur Terre pour nous donner la bonne parole. Entre-temps, pas grand-chose d'autre à part les minutes du FOMC meeting de juillet, histoire de s'occuper la tête et de meubler le vide avec des... Entre-temps, pas grand-chose à part les minutes du FOMC meeting du juillet, histoire de s'occuper la tête et de meubler le vide avec des virgules, des soupirs et des peut-être. Bref, préparez-vous, ça va être la semaine du rien ne se passe, mais tout le monde attend quelque chose. Et c'est souvent dans ces moments-là que le marché nous sort un tour de montagne russe dont il a de secrets. Au moins, ça me donnera des trucs à raconter dans les Morning Bull Live de la semaine. D'ailleurs, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter si nécessaire. Excellent week-end à tous et on se retrouve donc lundi matin pour de nouvelles aventures. Et puis bien sûr, surtout, n'oubliez pas, comme disait Winston Churchill, le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler, mais c'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. À lundi, bon week-end. Bye bye.